Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour prendre du recul et aller plus loin ce soir. 150 dirigeants réunis à Paris, des discours ambitieux, une photo pour l'histoire et beaucoup de questions, dont celle-ci. La COP21 permettra-t-elle plus de justice climatique? Les pays du Sud le réclament, les pays du Nord le proclament, mais au-delà des mots, quelle solidarité climatique? Le débat est à suivre. Europe, Turquie, les relations dangereuses sur fond de crise migratoire. Un accord a été signé entre l'Union européenne et la Turquie. Ankara exulte, l'Europe se retrouve au pied du mur. De nombreux invités pour en parler en notre compagnie. Enfin, l'invité ce soir de l'entretien est un maestro. C'est l'un des plus grands chefs d'orchestre français, un homme engagé aussi. Emmanuel Krivine a d'abord été un violoniste virtuose et puis un accident en a décidé autrement. C'est un maître d'orchestre que nous recevons tout à l'heure. Voilà pour le programme. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir à nos débats via le hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité. Ils sont présentés ce soir par Sophie Normand-Couturier. Bonsoir à tous, c'est une journée historique. Coup d'envoi de la COP21, plus de 150 chefs d'État et de gouvernement accueillis ce matin au Bourget par François Hollande. Toute la journée, ils se sont succédés à la tribune. Chacun a exprimé son engagement pour lutter contre le réchauffement climatique. Un rassemblement planétaire, 15 jours de négociations censés accoucher d'un accord historique. Un accord contraignant qui limiterait à 2 degrés le réchauffement climatique. Parmi les chefs d'État, Barack Obama, le président des États-Unis, qui dînait ce soir avec François Hollande notamment. Un dîner 3 étoiles dans un restaurant du 4e arrondissement. Le président américain qui est arrivé dès hier soir à Paris, vous le voyez sur ces images, avec son homologue français. Ils se sont tous les deux rendus devant le Bataclan pour un hommage aux victimes des attentats. Et de la COP21, il en sera question dans le premier débat de ce soir. Que faut-il retenir de cette première journée? Qui décide vraiment? Élément de réponse dans quelques instants. Mais avant cela, en marge de la conférence sur le climat, s'est invité l'épisode de l'avion russe abattu la semaine dernière par l'armée turque à la frontière syrienne. Ce soir, Vladimir Poutine accuse Ankara d'avoir voulu protéger le trafic de pétrole du groupe État islamique. Toute la journée, le président Erdogan a essayé de rencontrer son homologue russe au Bourget. Sans succès. Les explications de Nathalie Guilloire. Est-ce une nouvelle étape de franchie dans la crise qui oppose la Russie à la Turquie? Ce soir, Vladimir Poutine accuse Ankara d'avoir abattu l'avion russe pour protéger le trafic de pétrole de l'État islamique. Nous avons toutes les raisons de penser que la décision d'abattre notre avion a été dictée par la volonté de protéger ces routes d'acheminement de pétrole vers le territoire turc. Une accusation grave, point d'orgue d'une crise qui dure depuis une semaine. Ce matin, Vladimir Poutine n'était pas présent à la photo de famille de la COP21. Une façon peut-être de ne pas apparaître aux côtés du président Erdogan. D'ailleurs, le président russe a refusé aujourd'hui toute rencontre avec le président turc. Ce matin, Ankara a refusé de s'excuser auprès de la Russie pour avoir abattu son bombardier, mais demande à la Russie de reconsidérer ses mesures de rétorsion économique prises par Vladimir Poutine il y a 2 jours. Et dans le reste de l'actualité au Sénat, la Commission des finances adopte la mission sécurité. Près de 2 semaines après les attentats de Paris, les crédits alloués aux mesures de sécurité s'annoncent plus élevés que prévu. Initialement estimés à 600 millions d'euros, ils devraient finalement atteindre 815 millions d'euros en 2016. Les précisions d'Aurélien Romano. À l'unanimité, la Commission des finances a adopté la mission sécurité, un amendement du gouvernement au projet de loi de finances correspondant aux engagements de François Hollande devant le Congrès le 17 novembre. Dans cette mission, 3 150 emplois supplémentaires pour la police et la gendarmerie dès 2016, 1 300 emplois pour la justice, aussi bien les services judiciaires que la pénitentiaire, et 500 postes supplémentaires pour le renseignement. La majorité de droite au Sénat soutient ces dépenses, évaluées à près de 800 millions d'euros, mais se montre vigilante à ne pas faire déraper les déficits. Ce que l'on demande, nous, c'est plutôt qu'on ne fasse pas du déficit supplémentaire, de la dette supplémentaire. Pour la présidente de la Commission des finances, le dépassement est très minime. On dépasse très peu. En fait, je pense que quand le président a annoncé pour cette affaire qu'il y avait un pacte de sécurité qui était à ses yeux important,
et il savait bien que la somme ne serait pas énorme. Et c'est un pourcentage très minime. Autre point, la nécessité de rapidité du recrutement de ces renforts. Ces mesures sont nécessaires, donc nous les adopterons bien évidemment. Après, charge à l'État de faire en sorte que, ces crédits budgétaires soient utilisés le plus rapidement possible. Recruter les gens, c'est une chose, mais il faut ensuite les former, les équiper, les envoyer sur le terrain. Tout ça va demander du temps. Il faudra 6 mois à 1 an, suivant les postes, pour que tous ces effectifs soient opérationnels. Toujours au Sénat, Gérard Larcher recevait ce soir Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien. Un entretien à huis clos, 30 minutes, le temps d'aborder les questions de climat, mais aussi la situation en Égypte. Fin de la visite du pape en Afrique. Au dernier jour de son séjour, le souverain pontife était aujourd'hui en Centrafrique, à Bangui, étape la plus risquée de son voyage. Le pape François s'est rendu dans la mosquée centrale. Il a appelé à la réconciliation entre chrétiens et musulmans. Et ce soir, le souverain pontife a également eu ces mots pour les dirigeants réunis au Bourget. Le monde est au bord du suicide. Un accord doit intervenir maintenant ou jamais. Et on passe tout de suite, Sonia, au premier débat. Il est question, bien sûr, de la COP21 et du rapport Nord-Sud. Oui, merci Sophie. Il y a eu les discours, les phrases des présidents français, américains, chinois et autres. Et puis la grande photo des chefs d'État, de gouvernement du monde rassemblés à Paris. Mais sur cette photo, il y a ceux qui vont faire, si je puis dire, la pluie et le beau temps sur la COP21 et les autres qui attendent qu'on respecte leur contribution, contrairement à ce qui s'était passé, souvenez-vous, à Copenhague. Alors qui décide vraiment? La COP21 permettra-t-elle plus de justice climatique? On en parle dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord on va écouter l'avertissement qui a été lancé par le président Hollande aujourd'hui. Nous allons décider en quelques jours pour quelques décennies. Le plus grand danger n'est pas que notre but soit trop élevé et que nous le manquions. Le plus grand danger, c'est qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. Alors, plaçons-nous au plus haut niveau pour que, au moins, nous puissions approcher cette ambition. Et nos invités ce soir, Vanessa Lobin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes chargée de projet expert climat au GIRES. C'est l'une des plus grandes ONG qui travaille sur les enjeux de coopération internationale. Merci d'être avec nous. Nous accompagne ce soir Ami Dahan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, auteur notamment de l'ouvrage passionnant Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales. C'est aux éditions Presse de Sciences Po. Avec nous également Vincent Capo-Canelas, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UDI de la Seine-Saint-Denis et maire du Bourget, transformé en village planétaire aujourd'hui et pour de nombreux jours encore. Vous allez nous en parler. Géraud Guibert nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de think tank La Fabrique écologique. Vous avez été directeur de cabinet de la ministre de l'écologie et vous êtes notamment l'auteur du livre Pourquoi attendre? Innover pour le climat. Alors mesdames, messieurs, avant d'entrer dans les détails, un premier tour de table sur cette première journée officielle de la COP21. Les grands responsables sont là. Vincent Capo-Canelas pour afficher leur volonté, leur volontarisme. Qu'est-ce que vous, plus personnellement, vous avez retenu de cette journée? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Est-ce qu'il y a déjà un aspect concret sur lequel vous voulez insister? Je crois que c'était d'abord une journée symbolique avec l'interpellation qu'ont pu lancer les plus grands chefs d'État et de gouvernement. Et ils ont affiché une volonté. Alors la France a choisi d'inverser un peu l'ordre des facteurs en leur donnant la parole dès le départ. Ça doit donner une impulsion. Après, il y a toute la méthode de la COP qui, pendant 2 semaines, doit permettre d'avancer sur des mesures concrètes qu'on souhaite. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que c'est bon augure, que le dialogue est ouvert. Il y a une volonté, il faut passer des mots aux actes et ça sera l'ordre du jour des jours qui viennent. Ami Dahan, vous suivez cela depuis très longtemps, les négociations internationales. Est-ce que celle-ci avait quelque chose de particulière par rapport aux précédentes? Oui, bien sûr. Le fait que les 195 pays qui sont réunis vont avoir à s'engager, à signer quelque chose, alors que jusqu'à Copenhague et même jusqu'à celle-ci, en fait, c'était simplement les pays de l'annexe 1, c'est-à-dire les pays développés et la Russie, qui étaient concernés par les engagements de réduction. Donc là, c'est quand même tout à fait nouveau. Et effectivement, il y a eu un grand signe ce matin et on peut dire que maintenant la place est à la négociation. Il faut dire aussi qu'un certain nombre de contraintes ou de lignes rouges de certains des grands pays ont déjà été intériorisées dans le texte
en discussion et en préparation. Exemple d'une ligne Eh bien, rouge. par exemple, la forme juridique de l'accord. Ah oui. La forme juridique de l'accord, elle est contrainte par le fait que le Sénat américain ne peut pas ratifier un protocole ou un traité. Ça, on le sait, étant donné la majorité républicaine. Donc, le texte aura une forme juridique différente, plus faible, pour éviter ce problème. Donc déjà, ça, c'est le cas. Vanessa Lobin, vous aussi, vous suivez ces enjeux depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a un mot, une phrase, peut-être même une envolée lyrique, il y en a eu, qui vous a un peu interpellé? Ça vous fait sourire? Il y a eu beaucoup d'envolées lyriques, effectivement, aujourd'hui, certaines encore plus impressionnantes que d'autres. Je vais retenir notamment l'allocution du président François Hollande, qui a été relativement ambitieuse, qui a été de bon augure effectivement dans cette ouverture de la COP, qui est allée au-delà en fait de la question des 2 degrés en parlant de 1,5 degré, en fait ce que recommandent les scientifiques, c'est-à-dire notre objectif pour éviter vraiment les impacts les plus graves du changement climatique. Et puis, je vais retenir aussi le fait que de nombreux pays en développement, et parmi les pays les moins avancés, donc les pays les plus vulnérables, ont déjà, d'ores et déjà, dans leur discours, avancé aussi ce sur quoi eux, ils s'étaient engagés, y compris sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est aussi nouveau. C'est de montrer que chacun est dans une communauté d'avenir, de destin finalement, oui. Et que chacun doit prendre part à cette Mais avec quelle solidarité? On va répondre à la question bientôt. Géraud Guibert, et vous, quand vous voyez ce panorama de discours, ce patchwork, est-ce que vraiment vous voyez des intérêts qui convergent, ou malgré tout, toujours, comme l'a dit Madame, avec des pays les moins avancés, les pays en voie de développement et les pays développés, vraiment des intérêts divergents? D'abord, ce qui est important, c'est que c'est totalement inédit, mais il est évident qu'il y a des intérêts divers derrière chaque État. Il y a très peu d'intérêts convergents entre le chef d'État d'une île qui va être submergée par le réchauffement climatique et le chef d'État d'un pays, et il y en a, qui a sa base productive uniquement faite, par exemple, de pétrole ou de gaz. Bon. C'est évidemment un intérêt radicalement différent. Ce qui va être positif, c'est qu'il y ait autant de chefs d'État qui viennent pour dire ce qu'ils ont dit, même si ce sont des phrases générales. Pourquoi c'est positif? Pour 2 raisons. D'abord parce que ça les empêche dans l'avenir de considérer que c'est un problème négligeable. C'est très important dans les négociations internationales. C'est une crédibilité qui est donnée aux phénomènes climatiques et aux problèmes climatiques, y compris vis-à-vis de leur population intérieure et vis-à-vis de leurs collègues chefs d'État. Ils ne peuvent plus nier le problème dès lors qu'ils l'ont dit à la tribune. Et la deuxième chose, mais ça, je suis d'accord, on ne le saura qu'à la fin de la réunion de la COP, c'est important par les instructions qu'ils ont données aujourd'hui à leurs négociateurs. Est-ce qu'ils ont donné quelques marges de manœuvre à leurs négociateurs? Quelles instructions ils ont données précisément? Est-ce qu'ils sont prêts éventuellement à bouger dans la négociation si leurs négociateurs leur demandent de bouger? Voilà, et ça, évidemment, on ne le sait pas, c'est chaque État qui détermine sa position. Mais on peut penser qu'à partir du moment où ils sont là, ils sont davantage sensibilisés et que donc ça bougera peut-être davantage que ça l'aurait fait s'il n'y avait pas eu cette réunion. Amida, tout l'enjeu est là. Maintenant, c'est la parole dans les négociations portée par les négociateurs. Évidemment, les chefs d'État et de gouvernement, ils vont partir, ils vont laisser place à des négociations. C'est vrai, on dit souvent que peut-être que l'accord, il est déjà ficelé, prêt, même s'il n'est pas tellement ambitieux ou tellement contraignant. Ce n'est pas le cas. Tout peut encore vraiment se jouer dans les prochains jours. Je crois que tout le monde souhaite un accord aujourd'hui. En particulier, un pays comme la Chine a donné des signes constants depuis 1 an déjà pour indiquer que c'était une puissance responsable qui voulait s'engager, qui d'ailleurs s'est engagée d'une certaine façon depuis 5-6 ans dans un plan climat, alors qu'elle n'avait pas d'obligation, certainement pour des raisons intérieures, de politique intérieure, parce qu'elle a des populations qui sont très inquiètes de l'état environnemental du pays et des pollutions urbaines en particulier, etc. Donc la Chine, bien sûr d'autres pays, le fait que l'Australie ou le Canada, qui ont été toujours des puissances d'obstruction, qui n'ont rien respecté, etc., ont eu des gouvernements qui ont changé très récemment, c'est un petit quelque chose d'encourageant. On peut dire que c'est encourageant, même si on ne sait pas exactement jusqu'où ils iront. Ce qui est certain, c'est que il y a un climat qui est favorable, si on peut dire. Oui, c'est bien dit. Mais il faut voir aussi qu'il y a des questions centrales qui ne sont pas résolues. L'une des questions, c'est cette solidarité climatique. On va en parler, mais on va écouter justement, puisque vous avez parlé de lui, le président chinois Xi Jinping.
Lutter contre le changement climatique, voilà une mission dont l'ensemble de l'humanité devrait se saisir. Aujourd'hui, tous les yeux se tournent vers Paris. Conjuguons nos efforts de manière à, ensemble, contribuer à la mise en place d'un mécanisme mondial, équitable et efficace face au changement climatique. Travaillons à trouver des solutions de développement durable qui soient d'ordre mondial, et ce, au niveau le plus élevé, et faisons en sorte également qu'une nouvelle coopération internationale se mette en place, qui permette à tous d'en sortir gagnants. On entend les mots de ce développement durable, évidemment, d'urgence climatique. Est-ce que Vincent Capo-Canellas, vous avez entendu le mot d'urgence, au contraire, même de solidarité climatique? Est-ce que vous l'avez entendu dans l'un des discours? Oui, on a entendu une prise de conscience. Et j'ai surtout à l'esprit la phrase de Barack Obama qui reconnaît déjà une part de responsabilité. On sait tous que les décisions qu'on va être amenés à prendre, qu'on espère pouvoir prendre, mettront quelques années, voire des dizaines d'années à produire réellement des effets. Donc il y a un sentiment d'urgence. Et ensuite, on sait tous que les pays dits développés ont une responsabilité par rapport aux pays qui sont en voie de développement. Mais au-delà de ça. Et qu'il y a un problème de financement. Et que ça va faire partie des choses. Il y a des sujets sur la taxation du carbone aussi, etc. Ça fait beaucoup de complexité qu'il faut poser. Moi, j'ai aussi retenu quand même de la journée que Laurent Fabius a donné le sentiment de prendre la dimension du sujet et de proposer, en fait, en termes de méthode, une équation qui me paraît positive. Donc je crois que la France a bien travaillé, je le dis étant parlementaire de l'opposition, et je crois que c'est une cause qui mérite que chacun se rassemble. Donc on espère que chacun des pays, chacun des groupes de pays, parce que c'est un peu compliqué, la COP, pourra aussi permettre ces avancées-là. Il y a peu de temps, et il y a aussi en arrière-plan peut-être d'autres jeux diplomatiques, on l'a vu avec la vraie fausse arrivée de Vladimir Poutine. Donc souhaitons qu'on se concentre sur l'essentiel et qu'on ait vraiment à l'esprit cette idée de solidarité, oui. Alors, justement, cette idée de justice climatique, Vanessa Loin, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui ont une responsabilité, on peut dire peut-être même historique, par rapport à d'autres en matière de réchauffement climatique? Effectivement, ce sont les pays les plus développés à l'heure actuelle qui ont la responsabilité de l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Néanmoins, le monde a changé bien évidemment et les pays émergents émettent eux aussi une grande quantité de gaz à effet de serre. Et notamment la Chine est passée au-dessus en termes de volume global. Et puis, il faut aussi compter sur le fait que les pays en développement, et notamment les pays les plus pauvres, ont un droit aussi à se développer pour atteindre un certain niveau de confort, un certain niveau de développement qui va permettre à toutes les populations de subvenir à leurs besoins, et notamment de remplir les fameux objectifs du développement durable qui ont été votés fin septembre à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, il y a une indispensable solidarité climatique, effectivement, qui impose finalement aux États développés et aux États émergents de limiter et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de façon aussi à ce que ceux des plus pauvres puissent eux aussi émettre. Indispensable solidarité, mais concrètement, est-ce que vous avez entendu les uns et les autres des prises de parole là-dessus? Est-ce qu'il y a les fonds nécessaires déjà? Alors, il n'y a pas encore les fonds nécessaires. Moi, je trouve qu'il ne faut pas d'ailleurs résumer ce sujet à une question uniquement financière. Il y a évidemment nécessité d'arriver. Oui, absolument, absolument. Mais je vais m'expliquer. Il y a évidemment nécessité d'arriver à la somme qui a été promise d'ailleurs il y a 5 ans. Hein. Bon, et qui est totalement insuffisante. Et dont on ne sait pas si à long terme. Elle est de combien cette somme? 100 milliards de dollars. Et dont on ne sait pas si ce sont des prêts, des dons, des prêts aidés, des prêts du secteur privé. Enfin, il y a une espèce de vaste mélange. Et évidemment, tout ça n'est pas très clair et pas très transparent. Donc il y a cet aspect financier. Mais moi, j'ai la conviction qu'il y a aussi le problème des efforts que nous ferons, nous, y compris dans nos pays, et qui peuvent servir aux pays africains. C'est très clair que quand, par exemple, je vais vous donner un exemple très précis, on développe les énergies renouvelables. Et si on les développe extrêmement rapidement, il est évident que le problème de l'Inde, par exemple, qui a un problème d'arbitrage entre le charbon et les énergies renouvelables, se posera tout à fait différemment parce que les énergies renouvelables seront rentables. Et c'est vrai que c'est très souvent les marchés occidentaux, qu'on le veuille ou non, qui établissent la rentabilité d'une technologie. Et donc, si on fait un effort majeur d'innovation, de développement de ces énergies, spontanément, y compris en Afrique, spontanément... Il y a cet aspect, d'accord, mais Hamida, en écoutant les responsables africains aujourd'hui, en aparté souvent, mais ils vous disent, d'accord, mais on a déposé nos contributions déjà à Copenhague, on ne les a quasiment même pas lues, nos contributions, on n'a pas tenu compte. Mais c'est vrai qu'à Copenhague, il y a eu un clash terrible, un mépris des pays en développement pauvre, et on peut espérer que cette année, la situation est un petit peu quand même différente. Mais il faut aussi comprendre qu'on se concentre beaucoup sur la réduction,
en particulier dans ce qu'on appelle les INDC, c'est-à-dire les contributions volontaires des pays, l'œil est braqué sur les très grands émetteurs et ceux qui vont devenir à court terme de grands émetteurs. L'Inde en est un, évidemment, mais aussi l'Indonésie. L'Inde, troisième pollueur mondial. Hein. Quatrième. Voilà. Il a monté encore une marche depuis. Oui. Non, quatrième derrière la Chine. C'est inscrit dans le monde. Et l'Europe. Vous devez être plus renseigné que le monde aujourd'hui. C'était le monde de ce soir, mais vous avez raison. Je crois votre parole. Il est quand même derrière l'Europe. Et est encore derrière. Évidemment, en plus par habitant, elle est bien plus loin. En tous les cas, lui défend son droit au développement, l'Inde. Oui, l'Inde. Absolument. Bon, de façon d'ailleurs très dure et depuis longtemps. Ça, nous le savons. Mais je crois qu'un des points importants et qui n'a pas été résolu, c'est d'imaginer comment les pays développés, les pays du Nord, qui effectivement on dit qu'ils doivent donner 100 milliards pour l'adaptation et le développement bas carbone des autres. Bon, 100 milliards, c'est très peu. Hein. C'est très peu à l'échelle du fait que la somme des PIB mondiaux, ça fait 75 000 milliards. La somme n'est pas prête et en plus, même si elle est prête, elle est insuffisante. Elle est totalement insuffisante. Donc, c'est un dossier, c'est une question qui est encore insuffisamment préparée. Donc, il y aura, je l'espère, des avancées importantes en décembre, cette année, mais c'est sûr que cette question du financement appelle des progrès dans les années suivantes, des développements. Voilà, et des efforts plus importants. Absolument. Barack Obama ne dit pas être autre chose, écoutez-le. Je suis ici en ma qualité de dirigeant de l'une des plus grandes économies du monde, de l'une des plus grandes économies émettrices, et je suis tout à fait conscient que nous sommes à la source de ce problème. Il va de notre responsabilité d'y remédier. On ne peut pas dire que ce n'est pas un discours de vérité, au moins Vincent C'est la première fois que les États-Unis disent ça. Oui, je crois que c'est un discours de vérité. Il faudra aussi que ça dure, si j'ose dire, parce qu'on a Barack Obama en face de nous et on l'entend. Et on est heureux d'entendre ce qu'il dit. On sait tout ce qu'il y aura après une élection présidentielle. Et en même temps, on sait que la COP, c'est un moment de partage, c'est un moment où il y a une étape qui peut être franchie. Mais après, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire après la COP. C'est comment on mesure aussi les résultats, comment on évalue tout ça. Et donc, tout ne se règle pas au moment de la COP. Le vrai travail commence après, en fait. Sans doute. C'est un moment essentiel parce que le monde entier va se fixer des objectifs. Mais après, il va falloir les décliner. Vous n'avez pas l'air d'accord, Vanessa Lobo? Alors, effectivement, une partie du travail va commencer après. Néanmoins, il faut que dans l'accord, il y ait un certain nombre de mécanismes qui soient déjà actés. Et en particulier, il y en a, nous, deux principaux. Le premier, c'est qu'il y ait une révision avant 2020 des fameuses contributions nationales, qui sont jusqu'ici insuffisantes, qui nous mettent plutôt sur une trajectoire de réchauffement à plus de 3 degrés, ce qui comporte des conséquences considérables pour les populations. Je prends un exemple, si on parle de l'élévation du niveau de la mer, avec une trajectoire de réchauffement de plus de degrés, ce sont 200 millions de personnes, un peu plus de 200 millions de personnes qui seraient concernées. Un réchauffement climatique à plus de 4 degrés, c'est 600 millions de personnes. Donc 600 millions de personnes qui habitent en zone côtière qui seraient concernées. Donc il y a un enjeu fondamental, d'abord, à réviser ces contributions nationales. Et puis aussi, effectivement, à faire en sorte qu'il y ait des mécanismes de révision réguliers de ces contributions nationales tous les 5 ans, de façon à rehausser progressivement l'ambition. Une grosse machine qui va se mettre en place. Mais c'est absolument nécessaire. Il faut scruter. Mais qui va scruter? Parce que moi, j'entends dire qu'il faut justement des organismes, des organisations qui vont scruter, mais qui va le faire? Le GIEC, en particulier, c'est son rôle. Le comité, le groupe intergouvernemental d'évolution du climat a fait, en principe, ce travail d'expertise. Il faut qu'il y ait un sous-groupe dédié à cela. Et d'ailleurs, maintenant, on peut voir, même pour la COP, celle-ci, plusieurs think tanks qui ont sur leur site les calculs pour l'ensemble des INDC, on est à combien, etc. Malgré la disparité des façons dont les pays évaluent leurs promesses. Oui, vous êtes d'accord? C'est pour moi l'enjeu absolument fondamental. L'enjeu absolument fondamental, c'est la transparence et la possibilité de contrôle, que tout le monde soit bien d'accord. Et c'est en ça que ça doit être juridiquement contraignant, puisque les engagements, on le sait bien, ne le seront pas. Non, ils ne sont même pas dans la partie du texte. Et par contre, qu'il y ait un engagement juridiquement contraignant de savoir comment on compte, de savoir ce qu'on compte, y compris sur le plan financier. C'est pour ça que je disais des choux et des carottes sur le 100 milliards, y compris sur le plan financier. Y compris pour savoir, dans ce volume financier, ce que je crois extrêmement important, quelle est la part consacrée à l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire concrètement, à faire en sorte que les États qui sont déjà touchés
puissent, eux, s'en sortir. Voilà toute une série de paramètres qui sont extrêmement importants. Et ça, c'est vraiment de la transparence. Et là, moi, je considère que c'est le principal critère de jugement dans Et pour 15 jours l'instant, de la COP. vous estimez que vous n'avez pas énormément de garanties sur tout ce qui va se Il n'y a suivre? pas de certitude, absolument. Il n'y a pas de certitude. Mais quand même, la déclaration conjointe que la Chine a faite avec le président Hollande il y a quelques jours, quand il était là-bas, pour la première fois, stipulait que la Chine acceptait une clause de révision. Alors, ce qu'elle n'avait pas accepté, c'est que la révision soit d'ambition croissante. Mais bon, on peut imaginer que si tous les 2-3 ans, c'est-à-dire tous les 5 ans, mais avec un examen à mi-parcours, on scrute, les projecteurs sont braqués sur l'ensemble de ce que font les pays, etc., avec une société civile qui est aux aguets, et bien, et vigilante, et bien là, il y aura une pression. Moi, je voudrais faire un dernier tour de table et je vais vous laisser conclure justement. Est-ce que vous pensez, on parle de la COP 21, Vincent Capo-Canellas, est-ce qu'il y aura une COP 22, celle du Maroc? Vous avez l'habitude de ces grands rendez-vous, vous savez bien qu'il y a la photo de famille, vous savez bien après qu'il y a les négociateurs et il y a les lobbyistes également qui ont un poids très important. Est-ce qu'encore ce grand rendez-vous, ce format lourd, est-ce qu'il a un avenir réellement encore? Quand on sait que quand même ça se discute beaucoup après, que c'est pas beaucoup du multilatéralisme mais beaucoup d'aparté. Je crois que l'intérêt de ce type de rendez-vous, c'est que ça se passe sous les yeux du monde entier. Et que la société civile est là aussi pour prendre avec des engagements, essayer de pousser à ce que tout ceci se concrétise. Madame a rappelé fort bien tout à l'heure qu'à 2 degrés, il y a des conséquences déjà immenses. Et on a trop tendance à s'habituer à cette idée-là, en se disant, après tout, on vit avec le réchauffement climatique, est-ce que c'est un enjeu? Il faut rappeler les conséquences en matière de montée des eaux, en matière d'équilibre alimentaire, en matière de sécurité sanitaire, en matière de mouvement migratoire. Donc il y aura une COP 22 lié à tout ça. Et donc, en fait, il faudra s'en suivre. Et c'est ce qui est annoncé au Maroc, et c'est utile, je crois. C'est utile, vous êtes d'accord pour conclure? Si vous voulez, elle n'aura pas la même importance que celle-ci parce qu'on n'a pas le même effort diplomatique et international tous les ans. C'est pas possible. Mais s'il y a un accord avec cette clause de révision dont on a parlé tout à l'heure, alors après, il y a pendant 2-3 ans quelque chose qui est on scrute, on suit, et voilà. Une autre conclusion aussi Effectivement, il y aura une COP 22, il y aura une COP 23, une COP 24. Il y a des chances que ça dure un petit bout de temps encore. Ce qui est intéressant aussi, il faut le rappeler, c'est que la venue, à l'occasion des COP, il y a aussi une communauté de pratique qui est ici, qui échange aussi sur les solutions concrètes qu'elles apportent sur le terrain. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. Un mot? Surtout ne croyons pas que Paris soit la fin de l'histoire. Voilà. Il y a un long processus qui a déjà été engagé depuis de longues années. Espérons simplement que ce soit une étape décisive, mais il y en aura d'autres. Merci à vous, merci pour ce débat et ces analyses. Restez avec nous, la suite de votre émission. Et dans l'actualité aujourd'hui, tout autre chose, cette une de La Voix du Nord, le journal, vous allez le voir, s'engage contre le Front National à moins d'une semaine du premier tour des élections régionales. Et c'est notre édito ce soir. Le grand quotidien du nord de la France, La Voix du Nord, a donc choisi de mettre en une cette photo en noir et blanc de Marine Le Pen en s'engageant clairement contre son élection dans la région. Bonsoir Jean-Louis Gombault. Bonsoir Sonia. Avant de parler précisément, Jean-Louis, des arguments mis en avant par le journal, les responsables politiques, généralement de gauche comme de droite, affirment que l'une des conséquences, si une région bascule pour le Front National, c'est une fuite des investissements, que ce soit étrangers comme locaux. Est-ce que c'est le cas? C'est un vrai risque? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les chefs d'entreprise ne s'intéressent qu'au business. La couleur politique des collectivités territoriales leur est légèrement indifférente. Et ce qui l'intéresse, c'est le coût du travail, les infrastructures, le temps de travail, la formation professionnelle. Ensuite, il faut bien se rendre compte que le pouvoir des régions sera important, mais elle n'aura pas la capacité de changer les structures économiques fondamentales de ce pays. Et par exemple, les thèmes de Mme Le Pen, qui consistent à sortir de l'euro, mettre du protectionnisme aux frontières, ça, ce n'est tout à fait absolument impossible. Mais si vous prenez, par exemple, le problème du Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est le sujet du jour, c'est-à-dire que cette région est complètement insérée dans le système européen. C'est-à-dire que c'est une stratégie de très long terme. D'ailleurs, eux-mêmes disent 300 km autour de l'île, 80 millions de consommateurs. C'est ça notre stratégie. Et cette région vit essentiellement, beaucoup en tout cas, des investissements internationaux, puisque ça fait 28% de l'emploi industriel du Nord-Pas-de-Calais qui se désindustrialise par ailleurs, et 11% de l'emploi total. Donc c'est absolument considérable. Ces gens-là, ils viennent parce qu'on va les chercher. Ils viennent parce que la région les plaît, mais aussi parce qu'on vient les chercher. Et comment vous pouvez imaginer de dire à ces gens, entrez, venez, moi je veux sortir. C'est-à-dire le problème de Mme
Mme Le Pen, c'est exactement celui-là. Donc elle va se trouver dans une situation tout à fait contradictoire si elle veut gérer la région. Or, d'ici à 2017, ça sera son thème. C'est-à-dire puisque son problème, c'est de se présenter aux élections présidentielles, et elle va dire, il faut sortir de l'euro, il faut mettre des barrières protectionnistes. Et en tant que gestionnaire de cette région Nord-Pas-de-Calais, elle devra dire exactement le contraire. Et pour conclure, Jean-Louis, dans ses arguments, le journal à la Voix du Nord met en avant l'inexpérience du parti pour gérer une région. Que faut-il en penser? Alors moi, je pense que si on veut des têtes nouvelles, si on veut des gens nouveaux, il faut absolument plonger chez les gens qui n'ont pas d'expérience. D'ailleurs, on disait bien de M. Hollande qu'il n'avait aucune expérience internationale et il s'en débrouille, paraît-il, à peu près correctement. Non, le problème, il est d'abord politique, je crois. D'abord, ces régions, Nord-Pas-de-Calais et tout autre d'ailleurs, elles n'existent pas. Il faut les faire, c'est-à-dire il y a 6 millions d'habitants et il faut essayer de leur trouver quelque chose de commun entre eux. Ensuite, dans ces régions, il faut répartir les responsabilités, régions, collectivités territoriales, métropoles, intercommunalités. Ces deux aspects, on ne peut le faire que dans le consensus. Vous ne pouvez rassembler ces gens, ces 6 millions d'habitants, qu'en trouvant une solution commune pour eux-mêmes, ainsi que pour les collectivités territoriales. Or, la base même de la politique de Mme Le Pen, c'est le clivage. C'est exactement, et c'est le thème qu'elle développera d'ici à 2017. Donc là aussi, elle va se trouver dans une situation où d'un côté, le consensus, de l'autre côté, le clivage, qui va le rendre extrêmement difficile, la gestion d'une aussi grande région. Merci beaucoup, Jean-Luc Gombault, pour votre analyse. Il est 22h30 passé. On retrouve tout de suite Sophie Normand-Couturier pour les principales informations de la soirée. Et c'est parti pour 2 semaines de négociations sur le climat. Le coup d'envoi de la COP21 a été donné ce matin. Un objectif, trouver un accord universel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cécile Sixou. 2 hôtes, François Hollande et Ban Ki-moon, et un balai de voitures officielles. Barack Obama, Angela Merkel, Xi Jinping. Jamais la France n'avait accueilli autant de dirigeants internationaux. 150 chefs d'État et de gouvernement réunis au Bourget pour donner le top départ de la COP21. Après l'hommage aux victimes des attentats, des prises de parole millimétrées, 3 minutes chacun, avec un objectif, trouver un accord sur le climat. Dans 11 petits jours, nous devons parvenir à un accord climatique universel et ambitieux. Et il devra faire en sorte qu'à l'horizon 2100, la température du fait des émissions de gaz à effet de serre ne s'élève pas de plus de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100, voilà l'objectif des négociations. Une opportunité historique pour le secrétaire général de l'ONU. Un élan politique comme celui-ci pourrait ne jamais se renouveler. Vous avez entre vos mains le pouvoir d'assurer le bien-être de cette génération et des générations à venir. Échaudés par l'échec de Copenhague en 2009, les climatologues ont tiré la sonnette d'alarme. La COP21 est le dernier arrêt avant le désastre et c'est bien le caractère contraignant de l'accord qui va se jouer à Paris. En coulisses, le marathon des négociations a commencé pour les 195 pays présents. Délégués, journalistes et observateurs, au total 40 000 personnes sont attendues dans les travées du parc des expositions. Une conférence sur le climat qui se vit aussi en dehors des murs du Bourget. Hier, se sont rassemblés place de la République des militants venus faire pression sur les gouvernements. Une manifestation qui a dégénéré en affrontement avec les CRS. Elle s'est soldée par 341 interpellations. 9 gardes à vue de casseurs présumés ont été prolongés aujourd'hui. Le rassemblement visait également à braver l'état d'urgence car 2 semaines plus tard, les attentats de Paris restent dans tous les esprits. Une minute de silence a été observée en ouverture de la COP21 en hommage aux victimes. La question de la lutte contre le terrorisme s'est également invitée à la tribune. Je vous propose d'écouter la chancelière allemande. Nous nous retrouvons ici à Paris en des temps instables et pleins de troubles. Pas loin d'ici, il y a quelques jours, des terroristes ont attaqué des gens à Paris et par là même nous tous.
Nous condamnons le terrorisme où qu'il frappe. Nous montrons par notre présence que nous sommes plus forts que les terroristes. La lutte contre le terrorisme qui passe par des frappes aériennes en Syrie, en Grande-Bretagne. Le leader du Parti travailliste décide de laisser les députés de son parti libres de leur choix pour une extension des raids aériens. Ils sont déjà menés en Irak. Il ouvre ainsi la voie à un vote favorable au Parlement. Il interviendra dès mercredi. Et c'est l'heure du second débat. Avec vous, Sonia, on s'intéresse aux relations dangereuses entre l'Europe et la Turquie. Les Européens ont voté sans conviction une aide de 3 milliards d'euros en faveur de la Turquie ainsi qu'une relance des négociations en vue de son adhésion à l'UE. Alors la Turquie devra en retour freiner l'arrivée des réfugiés. Mais cette aide, elle interpelle au moment où quand même beaucoup de questions se posent sur le régime et les véritables objectifs d'Erdogan. C'est en tous les cas une Europe au pied du mur, contrainte à la réelle politique. Alors pour quelles conséquences? L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord les faits. Retour sur un allié embarrassant avec Jennifer Semey. Les discussions étaient au point mort depuis des années. Elles ont repris après 11 ans de silence. La Turquie et l'Europe ont trouvé ce week-end un accord à minima sur la crise migratoire. Sommet de contenir le flux de réfugiés, Ankara recevra en échange une aide financière pour maintenir les 2,2 millions de Syriens sur son territoire. Nous allons également intensifier notre assistance aux réfugiés syriens en Turquie grâce à un nouveau fonds de 3 milliards d'euros. Une aide versée au compte-gouttes en fonction des projets d'aide aux migrants soumis par la Turquie à Bruxelles. Nous allons contrôler très précisément l'utilisation de ces 3 milliards d'euros et nous allons faire ça dans une procédure définie de concert avec la Turquie. Une contrepartie financière et aussi politique, le gouvernement d'Ankara a obtenu la réouverture de son dossier d'adhésion à l'Union européenne, un dossier sensible, bloqué depuis plusieurs années. Face à l'enthousiasme turc, la France se veut plus modérée sur cette adhésion. Disant qu'il n'y avait pas lieu ni de retarder ni d'accélérer les choses. Mais la perspective, elle est assez lointaine, oui. Critiquée pour sa gestion des droits de l'homme, la Turquie fait face à de nouvelles tensions. L'assassinat ce week-end de Tahir Elsi, militant pour les droits des Kurdes, envenime davantage la situation. Et sur ce sujet, nos invités ce soir, Marc Semo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef Monde auprès de Libération, historien de formation. Vous avez longtemps couvert en tant que grand reporter l'Europe du Sud, les Balkans et notamment la Turquie. Merci d'être avec nous. Yves Bertoncini, bienvenue, bonsoir. Vous dirigez le think tank européen, l'Institut Jacques Delors. Nous accompagne également ce soir Emre Demir, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, rédacteur en chef du journal Zaman France, qui est un hebdomadaire franco-turc. Alors messieurs, ce qui est frappant et mérite d'être souligné, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est que l'accord, Marc Semo, dont nous allons parler entre l'Union européenne et la Turquie est relativement passé inaperçu. Comme si de rien n'était, comme si on n'avait rien à dire ou redire par rapport à la Turquie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. En même temps, je crois qu'il faut rappeler une chose, c'est que le rapport des Européens avec la Turquie, des Occidentaux en général, a toujours été utilitaire. Dans les années 50, la Turquie rentre dans l'OTAN. La Turquie des années 50 était plus laïque, au moins en apparence, mais elle n'était pas plus démocratique. Donc on avait besoin de la Turquie face à l'Union soviétique. Donc c'était et ça reste d'ailleurs le pilier du flanc sud-est de l'OTAN avec la deuxième armée au moins en nombre de l'OTAN. Donc là, de nouveau, on retombe dans cette logique d'un rapport à la Turquie purement utilitaire. Ah, les négociations étaient enlisées, c'est vrai. Les négociations étaient enlisées alors même que la Turquie était quand même lancée dans un grand processus de réforme qui a été réel jusque, disons, aux années 2007, 2008, 2009. Les négociations. Comment on parlait de la Turquie à ce moment-là? On parlait de la révolution du Bosphore. Voilà. C'était un mot de Daniel Cohn-Bendit, un mot que j'ai repris comme titre d'un livre. Alors c'est vrai que la Turquie aujourd'hui, avec toujours le même Erdogan, toujours le même AKP, parti de la justice et du développement islamo-conservateur qui est au pouvoir depuis 2002, est nettement moins brillante en matière de droits de l'homme et de réforme. Et le paradoxe, c'est que c'est maintenant qu'on réouvre le processus de négociation, mais on peut s'interroger, je finirai là-dessus, que si peut-être avant, les Européens avaient joué plus franc jeu avec la Turquie, s'ils avaient été plus clairs dans les perspectives d'adhésion qu'ils offraient à la Turquie, peut-être que cette espèce d'involution du régime, la Turquie d'aujourd'hui
est évidemment moins démocratique qu'il y a 5 ans, mais elle est quand même beaucoup plus démocratique qu'il y a 15 ans, cette involution, cette régression démocratique n'aurait peut-être pas eu lieu si, il y a 5 ans, on avait offert des perspectives plus claires à la Turquie. Ouais. Et Marie-Demir, une chose est sûre, on a rarement eu autant besoin de ce pays, la Turquie. On va dire tout de suite pourquoi. Il a la clé du défi des réfugiés. En tout cas, il a l'une des clés. Exactement. C'est vrai que la Turquie est quand même l'acteur clé pour résoudre cette crise de réfugiés, ce problème. Et c'est tout à fait normal que l'Union européenne discute ce problème avec la Turquie. Enfin, ce qui me dérange, c'est plutôt la façon qu'on mène les négociations avec la Turquie. Oui. Et que, par exemple, pour donner un exemple, depuis un mois, 13 chaînes de télé ont été supprimées du satellite, 1000 journalistes ont perdu leur travail, 6 journalistes ont été arrêtés, y compris le rédacteur en chef du grand quotidien d'opposition, Cumhuriyet Can Dündar. On a confisqué plus de 50 sociétés qui étaient dans le camp d'opposition. Tahir Elçi, comme vous avez montré tout à l'heure, un grand défenseur des droits de l'homme kurde, ont été assassinés. On traverse quand même une période assez difficile en Turquie, alors que l'Europe ferme ses yeux. Les leaders européens ont décidé de fermer leurs yeux à toute cette série d'attentats contre la démocratie turque, et qu'on ne parle plus jamais en fait de ce problème. Et paradoxalement, comme Marc a bien indiqué, donc on négocie la Turquie dans cette période, alors que 5 ans avant, c'était une histoire totalement différente. 10 ans avant, c'était une histoire totalement différente. Et Erdogan, le réformateur, est devenu aujourd'hui Erdogan presque le dictateur. Donc c'est ça un peu le paradoxe, et c'est une hypocrisie de la part de l'Europe. Une hypocrisie, Yves Bertoncini, et peut-être une marque de faiblesse. Dans quel état l'Union européenne a négocié cet accord sur lequel on va quand même entrer dans les détails avec la Turquie? C'est une Europe au pied du mur? C'est une Europe en situation de faiblesse, en effet, vis-à-vis de la Turquie. Vous avez dit, et Marc Semo l'a souligné, qu'on est dans une relation utilitaire, mais nous, Européens, avons besoin de la Turquie beaucoup plus qu'elle n'a besoin de nous. Donc quand on engage sur la crise des réfugiés, et puis au-delà, la crise régionale, ce qui est en train de se passer en Syrie, une négociation avec la Turquie dans des conditions pareilles, évidemment, on doit lui fournir des contreparties d'autant plus fortes qu'on ne peut plus lui fournir réellement l'une des contreparties qui était sur la table il y a quelques années, à savoir l'adhésion à l'Union européenne. La politique étrangère de l'Union européenne, sa politique de voisinage, a pu fonctionner quand elle a pu s'appuyer sur cet outil, l'outil qui était l'adhésion. Et parce que face à cette offre d'adhésion, les pays qui sont candidats sont prêts à faire énormément d'efforts, parce qu'ils obtiendront à la fin du chemin l'adhésion. On se souvient de beaucoup d'efforts de certains pays qui ont fini... un peu opératoire dans les Balkans aujourd'hui, ça peut encore marcher. Mais puisque ce n'est plus la perspective qu'on offre à la Turquie, il faut lui offrir autre chose, et donc des contreparties, sachant qu'on est dans une situation asymétrique, parce que pour la Turquie, je reviens à mon point de départ, cette crise des réfugiés, là, ce qui se passe en Syrie, n'est pas un problème politique aussi important que celui qu'il représente en Europe. Ce n'est pas non plus un problème stratégique si grave que cela. Je dirais que c'est un problème parmi d'autres problèmes en Turquie. Il y a une forme d'asymétrie stratégique et politique. Il y a même une asymétrie financière. Les Turcs viennent négocier en disant « Nous, on a déjà dépensé 8 milliards de dollars pour s'occuper des réfugiés syriens. Qu'avez-vous fait ?» Et même, in fine, une asymétrie morale, puisque les Turcs se permettent même de nous dire « Nous sommes généreux, c'est un point important. Je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Il est vrai, Marc Semo, que la Turquie accueille, comme la Jordanie, comme le Liban, comme d'autres pays, accueille ces réfugiés dont nous ne voulons plus. C'est bien Manuel Valls qui l'a dit. L'Europe ne peut plus accueillir de migrants. Absolument. La Turquie, il faut le rappeler, accueille 2,2 millions, même peut-être plus, de réfugiés, et qui, pour les plus des 3/4 d'entre eux, il y en a 300 000 dans des camps, mais tous les autres sont répartis dans le pays. Et donc il faut souligner cette générosité turque, et c'est vrai que Recep Tayyip Erdogan a beau jeu de dire aux Européens « mais vous êtes là en train d'entrer en crise parce qu'on parle de la relocalisation de 40 000 réfugiés ». Mais ce qui est extrêmement frappant, pour revenir à la discussion de tout à l'heure sur ces négociations, sur ces discussions d'hier, c'est qu'on discute avec la Turquie dans ce qu'on appelle dans le jargon européen quasiment le cadre de la politique de voisinage. C'est-à-dire, même si officiellement la Turquie est toujours candidate, même si, et là-dessus je ne suis pas d'accord avec vous, de fait officiellement elle pourrait un jour adhérer pleinement à l'Union européenne, ça reste le but affiché des autorités turques, de fait on la traite, dans le cadre de la politique de voisinage, comme un important voisin.
au nom d'intérêts communs, mais non plus comme un réel candidat, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on ferme les yeux sur ces dynamiques internes. D'une certaine façon, ça ne nous intéresse pas en tant qu'Européens, ce qui se passe trop à l'intérieur, les attaques aux libertés. C'est une logique de voisinage, d'intérêts communs, et c'est peut-être un aveu inconscient énorme. Vous avez beaucoup de réactions à l'instant sur les réseaux sociaux et on vous dit, mais par exemple, en rapport de sa population, l'Arménie accueille 2 fois plus de réfugiés que la Turquie, mais perçoit 0 € d'aide de l'UE. C'est le cas? Est-ce qu'on fait des différences avec ces pays-là? On fait plus attention à la Turquie parce qu'évidemment, compte tenu de sa position géopolitique, de rapport politique, c'est un poids lourd, qu'on le veuille ou pas? Après, je ne sais pas la situation, je ne sais pas exactement la situation en Arménie, mais la Turquie mérite quand même. Donc, il est dans une position de force moralement dans cette histoire de réfugiés. Et il faut rappeler que, par exemple, Marc a souligné, mais la partie d'opposition en Turquie, ou le parti nationaliste, qui est le grand perdant de ces dernières élections, ils n'ont pas cherché à exploiter en fait le problème de réfugiés en Turquie. C'est très important. Donc, on n'essaie pas de profiter politiquement de ce problème. Et c'est un problème très grave en Turquie. Et les réfugiés sont... il n'y a que 20% ou 25% de réfugiés qui vivent dans le camp, et les autres, ils vivent dans la rue. Il y a 500 000 enfants syriens qui ne se sont pas scolarisés, qui vivent dans des conditions épouvantables. Et la Turquie a dépensé des milliards d'euros. La Turquie a tout fait pour accueillir ces réfugiés. Donc, sur ce point, je ne pense pas qu'on a le droit de critiquer mais ça, c'est important de le dire. Mais c'est le seul point, à mon avis, positif du dire on n'accueille pas de réfugiés, mais on critique la Turquie. Ça, c'est important. Voilà. Mais pour le reste, moi, je voudrais rappeler, Yves Bertoncini, quand même, les concessions faites, parce qu'on parle des concessions faites à la Turquie. Donc, promesse d'une exemption de visa UE pour les 75 millions de Turcs dès octobre 2016, et ensuite l'ouverture de nouveaux chapitres dans les négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE. Elle a quand même obtenu des choses solides, la Turquie. Des contreparties, en effet, parce qu'il nous faut lui offrir des contreparties pour qu'elle montre sa bonne volonté de pays central, simplement parce que, j'allais dire, en masse, 2 200 000 réfugiés sur son sol. 2 millions de réfugiés, c'est rien, c'est bien plus en termes d'impact que ceux qu'accueille courageusement également aussi l'Arménie. Et donc, qu'est-ce qu'on lui a offert? D'abord de l'aide financière, parce que j'évoquais 8 milliards de dollars déjà dépensés par la Turquie. L'Union européenne promet 3 milliards d'euros au cours des 2 prochaines années. En plus de l'aide qui existe déjà, il y a déjà de l'aide financière. On offre effectivement la perspective d'une libéralisation des visas à l'automne 2016, en contrepartie, là tout de même, de la coopération turque pour le contrôle des frontières et la réadmission des personnes qui seraient bloquées aux frontières européennes, qui devraient être envoyées en Turquie et au-delà. Donc il y a quand même une condition à chaque fois, ce n'est pas à coup sûr la libéralisation des visas à l'automne 2016. On offre aussi un dialogue à très haut niveau, de manière plus structurée, 2 sommets par an, des dialogues entre hommes d'affaires. L'idée que même si la Turquie ne devait pas entrer dans l'Union européenne, ça restera notre voisin, l'un de nos principaux voisins, et qu'il faut avoir avec ce pays un dialogue intensif dans tous les cas de figure. Et puis on offre également, en tout cas dans la corbeille, un dialogue, si ça je puis suppose dire, qu'on se dit tout. Hein. Effectivement, on se le dit à la mode diplomatique, à la mode bruxelloise. Ouais. En tout cas derrière des portes closes quand c'est nécessaire. Et puis enfin, on offre des discussions économiques, la poursuite, l'approfondissement de l'union douanière, la coopération en matière énergétique, toute une série de choses. Ça, il y a peut-être des gestes bien diplomatiques, stratégiques qui ne sont pas verbalisés dans cette déclaration. En tout cas, de la bonne volonté européenne pour que la Turquie fasse elle aussi preuve de bonne volonté. Oui, mais alors, à propos de l'ouverture de chapitres de l'acquis communautaire qui font partie du processus d'adhésion, je pense que c'est un point très important. Là, on va ouvrir le chapitre 17, qui était bloqué avant par la France, par Sarkozy, qui est sur l'union économique et monétaire. Mais les chapitres les plus importants, ceux qui permettraient de mettre Recep Tayyip Erdogan et le pouvoir turc au pied du mur, qui sont notamment les chapitres 23 et 24, c'est-à-dire qui sont ceux sur les droits de l'homme et la réforme de la justice. Donc, qui sont une manière de dire aux Turcs, voilà, vous voulez adhérer un jour à l'Union européenne, vous intégrez l'acquis communautaire, on discute de ça. Donc, ça les mettrait au pied du mur. Ces chapitres-là sont bloqués à cause du dossier chypriote. Marc Semo, pardonnez-moi, est-ce qu'une Europe qui dit qu'elle discute avec Bachar el-Assad, qu'elle est même prête à coopérer aujourd'hui, qui discute aussi évidemment avec Poutine, qui a fait un revirement, et c'est le cas de la France, est-ce qu'elle pourrait dire à M. Erdogan, non, vous non? Mais absolument, mais l'Europe a raison de discuter, mais simplement, c'est pas simplement de la réelle politique. C'est quoi? Là, dans cette affaire, ce qui est triste, c'est que de fait, l'Europe n'a pas beaucoup, dans l'état actuel, de possibilités d'intervention
sur ce qui se passe à l'intérieur de la Turquie, parce que cela existait quand il y avait l'espoir d'une adhésion plus ou moins rapide, cela existait quand il y avait un enthousiasme de l'opinion turque par rapport à l'Europe, il a été quand même, il y a eu une douche froide, mais si on rentre dans cette logique des négociations sur les chapitres, etc., on a des moyens d'agir, on a des moyens de dire à Erdogan, vous devez faire ces réformes, etc., etc. Et c'est de cela qu'on se prive, parce que cette dynamique peut être relancée, cette dynamique peut exister, c'est très important. Et juste pour finir, l'Europe a besoin de la Turquie, mais la Turquie a énormément aussi besoin de l'Europe, et là je ne suis pas d'accord avec vous, parce que l'Europe est aujourd'hui sa garantie de ne pas être happée par le chaos du Moyen-Orient. Et pour les Turcs, y compris pour Erdogan, c'est fondamental, cet ancrage vers l'Europe. Emre Demir, je vais vous laisser réagir. Encore une réaction qui vous dit la Turquie sera toujours le cheval de Troie américain qui ne lâchera pas cet allié hautement stratégique géographiquement. Évidemment, il y a l'OTAN derrière tout ça. Il y a toujours cette ombre américaine où vous dites non, ça c'est un peu... Non, pas on peut dire que les complotiste, États-Unis mais... aussi, ils ont beaucoup plus distancié avec le régime d'Erdogan en Turquie que par avant. Mais je voulais dire une chose, je pense que c'est important, c'est peut-être une position aussi radicale, mais vu de la Turquie, vu d'Ankara, je pense que cette histoire de l'ouverture de chapitres, lycée, etc., c'est pas très important pour Ankara. Ils savent très bien, Erdogan sait très bien que il n'y aura pas une adhésion à l'Union européenne. Il ne s'intéresse plus d'ailleurs. Il a déjà. On dit qu'une partie de la société n'en veut même plus. Cette histoire de libre circulation libre à l'espace Schengen, je pense que c'est impossible en 2016, etc. Parce qu'il y a déjà des critères techniques. Si je ne me trompe pas, sur 72 critères techniques qu'il faut remplir. Très bien, voilà pour l'aspect plus technique. Je voulais juste dire que le plus important pour Erdogan dans ces négociations est la légitimité internationale. Parce qu'il était isolé depuis quelques années et c'est très important pour lui de se montrer avec les leaders européens, d'être accepté par le monde occidental en toute impunité. Après ce qui s'est passé sur l'avion russe, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Vladimir Poutine. Il peut continuer tout ce qu'il veut faire en Turquie. Il peut continuer à arrêter des journalistes et donc il peut être accueilli en tapis rouge à Bruxelles. Donc c'est ça ce qui s'intéresse. Je pense que c'est la seule chose qui intéresse vraiment Erdogan, pas les ouvertures de chapitres et pas d'autres questions. C'est le cas, Yves Bertrand? Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il a obtenu ce dialogue à haut niveau, structuré, avec au moins 2 réunions au niveau des chefs d'État. Ce que j'ai voulu dire, c'est que dans la crise des réfugiés, la Turquie n'a pas autant besoin de nous que nous d'elle. Mais bien sûr que de manière plus large, oui, la Turquie a besoin d'avoir des relations économiques et politiques de bonne qualité avec l'Union européenne. C'est comme avec nous qu'elle commerce. Elle a évidemment un jeu de bascule entre son statut de puissance régionale et son ancrage européen, mais bien sûr qu'elle a besoin de cela. Nous avons un besoin réciproque d'avoir de bonnes relations avec la Turquie. Les négociations d'adhésion, bien sûr que c'est utile de les réouvrir et de les approfondir. Les négociations d'adhésion à court terme, ça n'a pas pour but de faire entrer la Turquie en Europe. Ça a pour but de faire entrer l'Europe en Turquie. Et rentrer l'Europe en Turquie aujourd'hui en matière de droits de l'homme, de protection des minorités et d'état de droit, c'est d'autant plus nécessaire vu la dérive autoritaire à laquelle on assiste. Et donc, faisons-le, oui, bien sûr. C'est, si je peux me permettre, une sacrée vision. Moi, je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là. C'est votre avis? Je suis entièrement d'accord, oui. Parce que justement, on a des leviers. Le problème, c'est de faire en sorte que l'opinion turque reprenne son enthousiasme pour l'Europe. Au début du processus d'adhésion, c'était 75% des Turcs étaient heureux de la perspective de l'adhésion. C'est tombé à... Ça dépend un peu selon les eurobaromètres et les années 30-40%. Mais il suffit de pas grand-chose, surtout vu que Erdogan son parti a triomphé aux élections du 1er novembre, mais c'est à la fois énorme, 50% des voix, mais ce n'est d'une certaine façon que 50% des voix. C'est 1 Turc sur 2. Donc il y a toute une autre partie de la société qui justement est contre ces dérives autoritaires, contre cette espèce de moyenne orientalisation croissante du pays, et qui au contraire serait tentée de voir dans l'Europe une garantie. Et même parmi ceux qui ont voté Erdogan, il y a, notamment les hommes d'affaires, les milieux financiers, il y a un réel intérêt pour l'Europe. Il y a aussi la question, et on va quand même en parler, plus géopolitique avec la guerre contre Daesh. Emre Demir, quel est le rôle selon vous? Là, je vous demande à vous la question, je vous pose à vous la question, votre avis sur le jeu double et trouble dont on a parlé sur la Turquie. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a évoqué encore ce soir par rapport à l'avion russe qui a été abattu. Il a dit c'était aussi pour aider Daesh. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce qu'au début, effectivement, Erdogan, frère musulman, a aidé Daesh et puis après, il y a eu un retournement?
le propos de Poutine est politiquement chargé. Donc on sait très bien pourquoi il dit, il affirme, voilà, il fait ses affirmations. Mais c'est vrai que la Turquie a un rôle, a une stratégie un peu ambiguë, très difficile à lire en Syrie, mais nous n'avons pas des éléments vraiment tangibles pour parler enfin d'une coopération entre Daesh et la Turquie. Mais on sait très bien que c'est pas secret non plus que la Turquie a aidé des groupes djihadistes, entre guillemets, comme Al-Nusra, Ahrar al-Sham ou le groupe Al-Fatih. Donc la Turquie a des alliés qui ont des proximités très importantes avec Daesh et qui ont en concurrence, mais dans leur mentalité, il n'y a pas... ils sont des groupes, des djihadistes salafistes, etc. Donc ils ont en concurrence, mais ce sont dans la même idéologie. Et on sait que la Turquie a soutenu contre Assad toutes sortes de groupes. Mais par rapport à Daesh, nous n'avons pas vraiment... C'est son ennemi naturel, hein, Bachar al-Assad, à Erdogan. Hein. Et on sait très bien que le vrai ennemi de la Turquie, le premier ennemi, c'est Assad, le régime d'Assad. Et le deuxième ennemi en Syrie pour les Turcs, pour Erdogan, ce sont les Kurdes. Et Daesh peut-être vient à 3e position, 4e position, on ne sait pas. Hein. Non, mais en plus, oui, la Turquie a aidé tous les groupes djihadistes, partant du principe que c'était ceux qui se battaient le plus contre Assad. Mais vis-à-vis de l'État islamique, c'est beaucoup plus complexe, parce que l'État islamique a toujours été le complice objectif du régime. L'État islamique est né, on l'oublie, c'est un groupe djihadiste, mais c'était un groupe djihadiste qui est né, manipulé par des anciens bassistes irakiens. Donc à la fois, les Turcs les connaissaient, donc il y avait des réseaux, et en même temps, pour eux, c'était clairement un groupe trop ambigu vis-à-vis de Bachar el-Assad pour être réellement un groupe que l'on aide. Simplement, eux ont cru pouvoir contrôler la situation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle leur a échappé des mains. Et on se retrouve dans cette situation aujourd'hui où la Turquie, effectivement, voit l'État islamique comme un danger. Mais pour en revenir aux accusations russes, par exemple, ce qu'avait dit d'ailleurs Obama il y a quelques jours, l'avion a été abattu parce qu'il était en train de bombarder près de la frontière les rebelles modérés, l'armée syrienne libre et les Turkmènes, qui sont des Turcs de Syrie, aidés par la Turquie. Et si l'avion, ce sont les mots même d'Obama, avait été à 200 km plus au sud pour bombarder comme il devrait le faire l'État islamique, tout ça ne serait pas arrivé. Voilà, tout est dit hein, dans la réponse de Barack Obama. Pour conclure, Yves Bertoncini, pour figer les positions, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la Turquie, c'est un allié incontournable et que l'Europe, eh bien, elle s'est convertie, peut-être pas à la réelle politique, parce que ça c'est depuis longtemps, mais à un pragmatisme forcé en ce moment? Absolument, c'est de la réelle politique, vous l'avez dit. Encore faut-il que la Turquie pratique la même réelle politique que les Européens. C'est vrai pour la crise migratoire, où elle n'a pas les mêmes intérêts immédiats et les mêmes urgences que nous, même si elle disposait coopérer moyennant contrepartie. C'est aussi vrai dans la crise syrienne, et vous l'avez très bien dit, M. Erdogan n'est pas aussi gêné par ce qui se passe en Syrie, pour le dire vite, que nous, les Européens, et nous en particulier les Français qui venons de subir des attaques terroristes atroces qui ont été fomentées depuis la Syrie. Et on aura l'occasion de reparler de ces négociations, mais c'était important hein, d'insister ce soir, parce que quand même l'accord était passé un petit peu inaperçu, c'est assez étrange. Vous en avez parlé dans Libération. On a fait une double page ce matin, voilà, absolument. Voilà. Ouais. Merci à vous, messieurs. La suite de votre émission, régulièrement, vous le savez, on retrouve à cette heure-ci, 22h57, Alex Darmon pour sa chronique « Le micro trop tard ». Il est ouvert ce soir, évidemment, COP21 oblige. Et cette question, comment les entreprises participent ou pas à l'effort écologique? Regardez. Ah, monsieur Macron, moi, je vous vois demain, vous inquiétez pas, je vais vous voir demain en fin d'après-midi. Ah, bah où ça? Pour la French Tech, French Tech, voilà. Je serai là. French Tech, oui, mais je suis pas très anglais. Hey, surprise! On est ici au ministère de l'économie, à Bercy, pour parler de ces entreprises qui favorisent la transition énergétique en pleine COP21. Alors, est-ce que c'est facile pour elles? Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que écologie et économie, ce sont deux termes qui se ressemblent beaucoup. Hein. Venons, on va vérifier ça. Je suis venu. Vous avez vu, je suis venu. Oui, et je tenais toute parole, je vous ai déjà repéré. Vous croyez qu'on va réussir à faire en sorte de favoriser les entreprises qui, elles, favorisent la transition énergétique en France? C'est exactement ça le sujet. Ah, c'est majeur. Et puis là, en plus, les choses sont en train de changer. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont en train de réussir, parce que c'est un vrai marché. Hein. C'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc la pensée cleantech, c'est essayer de faire mieux, avec moins de gâchis dans tous les domaines, le gâchis humain, le gâchis énergétique, le gâchis des déchets, mais aussi plus d'intelligence. Il faut changer nos habitudes.
Être écologique, c'est penser aux conséquences de son activité sur l'environnement. Votre micro est rouge. Et il devrait être vert. C'est un vrai marché, la transition énergétique. Ce sont de nouvelles solutions. C'est réconcilier l'économie et l'écologie par l'innovation. Je peux pas en avoir un, moi, parce que je fais pas partie de la French Tech encore. Mais si elle est. Excusez-moi, juste je remarque l'effort. Vous avez mis des verres en carton et pas des verres en plastique. Et puis on va simplifier les règles. Vraiment? Comment on peut simplifier les règles? C'est la loi Nouvelles Opportunités Économiques, vous verrez. Vous êtes malin. Accéder plus vite. Non mais je le vois, vous êtes malin. Ça va. Finalement il est pas mal ce verre. Celui-là aussi il est pas mal. C'est vraiment sympa. Mais heureusement qu'ils n'ont pas appelé ça la femme tech. Parce que là ils se seraient plantés lamentablement. Dans la tech, en particulier, dans le numérique et dans l'innovation en général, il y a très peu de femmes. En tout cas, j'ai l'impression que l'écologie, c'est magique parce que tout le monde est rassemblé. Je vois avec Emmanuel Macron, je vois tout le monde ici présent, c'est super. Ça, c'est aussi la magie de la French Tech. Bon, la French Tech, j'ai appris le mot. Vous soutenez les clean tech. Oui. Et moi, j'ai vu une enquête de l'OMS par rapport à la viande. J'ai monté un truc qui s'appelle le beefsteak. Bah écoutez, c'est une bonne idée. On peut soutenir. Ça va être belle cette COP21, je pense. Ben, on prend conscience, en tout cas, c'est un long chemin. Hein. Alors la COP21, ça met un très bon coup de projecteur sur ces entreprises-là. Et le numérique peut aider à la réussite de la transition écologique. Bon, écoutez, ce que je fais, c'est que je vous laisse ma carte. Elle est nouvelle, c'est pour ça que je la donne à tout le monde en ce moment. Très bien. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler. À mon avis, la couleur, c'est pas mal pour le beefsteak. Merci à vous. Merci. Et il est tout juste 23h. On fait le point sur les dernières informations avec Sophie Normand-Couturier. Coup d'envoi ce matin de la COP21, 150 dirigeants du monde entier réunis au Bourget, du jamais vu. Les négociations vont durer 15 jours avec un objectif, trouver un accord contraignant qui limiterait à 2 degrés le réchauffement climatique. Une grand-messe pour la planète qui s'est ouverte par 1 minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris. 2 semaines plus tard, il reste dans tous les esprits. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont 2 grands défis mondiaux que nous devons relever, parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes, une planète viable. Et en marge de la conférence sur le climat, s'est invité l'épisode de l'avion russe abattu la semaine dernière par l'armée turque à la frontière syrienne. Ce soir, Vladimir Poutine accuse Ankara d'avoir voulu protéger le trafic de pétrole du groupe État islamique. Toute la journée, le président Erdogan a essayé de rencontrer son homologue russe au Bourget, sans succès. Les explications de Nathalie Guilloire. Est-ce une nouvelle étape de franchie dans la crise qui oppose la Russie à la Turquie? Ce soir, Vladimir Poutine accuse Ankara d'avoir abattu l'avion russe pour protéger le trafic de pétrole de l'État islamique. Nous avons toutes les raisons de penser que la décision d'abattre notre avion a été dictée par la volonté de protéger ces routes d'acheminement de pétrole vers les territoires turcs. Une accusation grave, point d'orgue d'une crise qui dure depuis 1 semaine. Ce matin, Vladimir Poutine n'était pas présent à la photo de famille de la COP21. Une façon peut-être de ne pas apparaître aux côtés du président Erdogan. D'ailleurs, le président russe a refusé aujourd'hui toute rencontre avec le président turc. Ce matin, Ankara n'a pas voulu s'excuser auprès de la Russie pour avoir abattu son bombardier, mais demande à la Russie de reconsidérer ses mesures de rétorsion économique prises par Vladimir Poutine il y a 2 jours. Et l'actualité, c'est aussi le lancement aujourd'hui de la 31e campagne hivernale des Restos du Cœur. 69 000 bénévoles sur le pied de guerre jusqu'en mars et au moins 128 millions de repas distribués. Les dons et les legs représentent près de la moitié des ressources de l'association. Avant de se quitter ce reportage tout au long de la semaine, nous vous proposerons une initiative pour lutter, chacun à son niveau, contre le réchauffement climatique. Certaines familles tentent de relever le défi. Voyez ce reportage de Marie Brémaud au Mans, où la famille Morisseau multiplie les gestes en faveur de l'environnement. Reportage. En plein cœur du Mans, dans la Sarthe, rencontre avec une famille a priori ordinaire.
Anne-Laure et Loïc sont tous deux professeurs au collège. Ils ont 2 enfants, Léilou 11 ans et Thylain 9 ans. Bienvenue chez les Morizot-Clopeau. C'est petit à petit que la famille a adopté un comportement vertueux. Depuis 3 ans, au quotidien et à leur échelle, ils ont décidé de lutter contre le réchauffement climatique en multipliant les éco-gestes. Aux grands mots, les grands remèdes. On s'est aperçu qu'on avait parfois du mal à mettre en pratique nos bonnes actions. Et juste un petit post-it pour nous rappeler et puis essayer d'ancrer ces bonnes pratiques dans notre quotidien. Voilà. Fermer les portes, les volets, remettre le mitigeur de son robinet en position froide, couper l'éveil des appareils, la liste n'est pas exhaustive. Mais le plus gros changement concerne le chauffage. En 2 ans, la famille est passée de 20 à 18 degrés dans la maison, ce qui leur a permis de réduire de 20% leur facture énergétique. Et on s'est dit, on va essayer. Et finalement, on s'est aperçu qu'on n'avait pas perdu en confort de vie, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Donc on est passé à 18 et on a refait plus de 20% d'économie sur nos factures. Et donc là, on passe à 17 ? Je sais pas, hein. Je crois qu'on passe à 17. Moi, j'avais envie d'essayer 17,5. Pas sûr encore qu'Anne-Laure réussisse à convaincre toute la maisonnée. Allez, c'est parti. Lutter contre le réchauffement climatique, cela se traduit jusque dans les courses, au magasin bio, évidemment. Ça se manifeste par le choix des emballages, donc essayer de réduire un maximum les emballages. Ensuite, sur le type d'aliments, donc ici, on va trouver beaucoup de choses qui sont issues de l'agriculture biologique. Donc moi, ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Et puis, la provenance des produits aussi. Essayer de trouver des choses plus locales. Acheter ces produits en vrac, du bon sens quand on sait qu'un tiers de nos déchets ménagers sont des emballages. Et consommer local, ce sont autant de kilomètres et de CO2 économisés pour la planète. Une recharge d'huile d'olive. Une alimentation saine, une priorité assumée pour le ménage qui y consacre plus de 1 000 € par mois. Une prise de conscience qui remonte à 3 ans. Les Morizot-Clopeau ont participé à un défi régional, Famille à énergie positive. Durant 5 mois, ils ont adopté des éco-gestes afin de réduire leur empreinte énergétique. On a participé une première année, on a été assez on a été emballés par ce que ça nous a permis de faire, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et cette année, ils embrigadent 4 familles dans leur défi, histoire de convertir d'autres habitants à leur mode de vie plus écologique. L'idée derrière, c'est plutôt faire boule de neige et puis c'est aussi parce que nous, en tant que personne, on adoptera ces gestes-là que ça aura un impact global ensuite. Donc on ne peut pas se dédouaner en disant « Ah non, moi mes petits gestes à moi, c'est rien, alors donc je ne fais rien ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Grâce à ces familles engagées, 160 000 kWh et donc 26 tonnes de CO2 ont été économisées dans la Sarthe en 2014. Et on passe tout de suite à la revue de presse. L'heure de votre revue de presse et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens demain. Et on va commencer, Sophie, avec, c'est toujours la COP21 de toute façon, à la une. Et oui, Sonia, la COP21 qui recouvre la plupart des unes des quotidiens de demain, en couverture de beaucoup d'entre eux. Vous allez le voir, on retrouve la photo de famille. François Hollande, par exemple, un pas en avant devant les quelques 150 dirigeants du monde entier. Ça, c'est pour Libé. L'heure est venue de montrer à quel point ils sont prêts à s'engager, écrit le journal. Les dirigeants parlent à l'unisson, titre de son côté Ouest France, quand l'humanité s'interroge sur ce climat de bonnes intentions avec une question, fera-t-il un bon accord ? Les Échos à présent qui vont un peu plus loin et s'intéressent au rôle des nouvelles technologies dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Oui, pour le quotidien, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre passera par les nouvelles technologies. Les Échos reviennent ainsi sur l'inauguration en France de la plus grande centrale d'Europe. Ce sera demain, près de Bordeaux. Une centrale solaire photovoltaïque composée d'1 million de panneaux solaires.
La COP21 aussi en une du Figaro, Sophie, et le Figaro qui s'intéresse aussi évidemment à la propagation et à la progression de Daesh. Oui, on n'échappe toutefois pas à la photo de famille des dirigeants, mais le quotidien revient aussi sur l'avancée du groupe État islamique, Daesh qui s'enracine en Libye à 500 km de l'Europe, c'est à lire demain dans le Figaro. Merci Sophie, c'était un plaisir de vous accueillir ce soir dans cette émission. À bientôt. Alors je vous annonçais en début de l'émission la venue du chef d'orchestre Emmanuel Krivine. Malheureusement, il est tout simplement bloqué ce soir. Vous le savez, il y a des problèmes de circulation et d'accès du fait du dîner des présidents Hollande-Obama. Nous allons bien sûr reprogrammer tout cela, reprogrammer cet entretien bientôt. Et je vous propose pour conclure cette émission de suivre de nouveau le discours du président Hollande. C'était à l'ouverture de la COP21 ce matin. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, cher Ban Ki-moon, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la secrétaire exécutive de notre conférence, Mesdames, Messieurs les ministres, c'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement, des milliers de délégués venus de tous les continents. Jamais une conférence n'avait accueilli autant d'autorités venues d'autant de pays. Mais jamais, je dis bien jamais, l'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé. Car il s'agit de l'avenir de la planète, de l'avenir de la vie. Et pourtant, il y a 2 semaines, ici même à Paris, c'est la mort que semait un groupe de fanatiques dans les rues. Je veux ici vous exprimer la reconnaissance du peuple français pour toutes les marques de soutien, tous les messages, tous les signes d'amitié que nous avons reçus depuis le 13 novembre. Ces événements tragiques nous affligent, mais en même temps nous obligent. Ils nous forcent à nous concentrer sur l'essentiel. Votre présence soulève un immense espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, car ce sont des peuples et des milliards d'êtres humains qui ont le regard porté sur nous. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont 2 grands défis mondiaux que nous devons relever, parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes, une planète viable. L'année que nous venons de vivre a été l'année de tous les records. Record de température, record de concentration de CO2, record du nombre d'événements climatiques extrêmes, sécheresse, inondations, cyclones, fonte des glaces, hausse du niveau de la mer, acidification des océans. Les victimes de ces phénomènes se comptent par millions et les dommages matériels par milliards. Aucun pays, aucune région n'est à l'abri des effets du dérèglement climatique. Mais comment accepter que ce soit les pays les plus pauvres, ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, ceux qui sont les plus vulnérables, qui soient encore davantage touchés? C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. Prenons conscience de la gravité de la menace sur les équilibres du monde. Le réchauffement annonce des conflits comme la nuée porte l'orage. Il provoque des migrations qui jettent sur les routes plus de réfugiés que n'en génèrent les guerres. Des États
risquent de ne plus pouvoir satisfaire les besoins vitaux de leur population, avec des risques de famine, d'exode rural ou d'affrontement pour accéder à ce bien de plus en plus rare qui s'appelle l'eau. Oui, ce qui est en cause avec cette conférence sur le climat, c'est la paix. Et pourtant, une espérance s'est levée avec la préparation de la COP 21. La communauté internationale s'est dotée en septembre dernier d'un agenda complet à travers les objectifs de développement durable qui ont été adoptés lors de l'Assemblée générale des Nations unies, et je veux en féliciter le secrétaire général Ban Ki-moon. 190 États, c'est-à-dire la quasi-totalité des pays de la planète, ont formulé des plans d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au dérèglement climatique. Et puis tous les acteurs de la société mondiale, les collectivités locales, les entreprises, les investisseurs, les citoyens de toutes les grandes régions se sont également engagés pour le climat. À cette prise de conscience, à cette mobilisation s'ajoutent les progrès fulgurants réalisés dans les énergies propres et renouvelables qui ouvrent la perspective d'une économie non carbonée. Alors, pour réussir cette conférence, la France a jeté toutes ses forces et mobilisé l'ensemble de son gouvernement, à commencer par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui va présider cette conférence. J'ai moi-même visité les régions les plus affectées par le changement climatique. J'en suis revenu avec la même conviction que nous devons assurer un développement durable et équitable sans pour autant compromettre les ressources limitées de notre planète. Telle est l'équation que nous avons à régler ensemble pendant cette conférence. J'ai voulu que les chefs d'État et de gouvernement du monde entier soient rassemblés dès le début de nos travaux pour donner à cette conférence un souffle et une ambition à la hauteur de l'enjeu. Car le 12 décembre, un accord doit être trouvé à Paris. À quelles conditions pourra-t-on estimer que c'est un bon accord, que c'est un grand accord, que c'est un accord qui correspond véritablement à l'attente des peuples et pour longtemps? Il y a 3 conditions pour que nous puissions dire que la conférence de Paris sera ou ne sera pas un succès. La première condition, c'est que nous devons dessiner une trajectoire crédible permettant de contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés Celsius ou même 1,5 degré si c'est possible. Il faudra, pour que nous soyons sûrs d'être sur cette trajectoire, prévoir une évaluation régulière de nos progrès au regard des conclusions de la science et donc mettre en place un mécanisme de révision à la hauteur de nos engagements avec des rendez-vous tous les 5 ans. La deuxième condition, c'est que nous apportions aux défis climatiques une réponse solidaire. Aucun État ne doit pouvoir se soustraire à ses engagements, même si un mécanisme de différenciation pourra prendre en compte les niveaux de développement et les situations. Aucun territoire ne doit être laissé seul face au dérèglement climatique, et notamment les pays les plus vulnérables. Je pense à ces îles qui peuvent, à brève échéance, purement et simplement disparaître. Et je veux ici en être leur porte-parole, parce que c'est la biodiversité et la diversité même de la planète qui sont en cause. Tirons-en les conclusions. L'accord doit être universel, différencié et contraignant. Les pays développés doivent assumer leurs responsabilités historiques. Ce sont eux qui ont émis
pendant des années le plus de gaz à effet de serre. Les pays émergents doivent accélérer leur transition énergétique. Les pays en développement doivent être accompagnés dans leur adaptation aux impacts climatiques. D'où la nécessité de dégager des financements pour faciliter les transferts de technologies. Nous avions fixé, c'était à Copenhague, l'objectif des 100 milliards. Aujourd'hui, ce n'est pas un objectif que nous devons fixer. Ce sont des ressources que nous devons dégager avec des garanties sur leur origine et sur leur accessibilité. Enfin, la troisième condition pour qu'il y ait un accord à Paris, c'est que toutes nos sociétés, dans leur grande pluralité, diversité, se mettent en mouvement. L'ensemble des dirigeants locaux, des investisseurs, des acteurs économiques et sociaux, des citoyens et même des grandes consciences, des religions, tout ce qui contribue à ce qui façonne l'esprit public mondial, tout ce mouvement doit comprendre que la donne a changé. Là est la clé pour relever le défi climatique. Je veux rendre hommage à cet instant à tous les pionniers de la cause écologique, à tous les précurseurs qui, il n'y a pas si longtemps, devaient affronter l'incrédulité ou le dédain pour leurs alertes et leurs propositions. En quelques années, les esprits ont profondément évolué. Les entreprises et les acteurs financiers, hier réticents, sont désormais prêts à s'engager et à modifier leur comportement. Faut-il encore leur envoyer les signaux indispensables? C'est l'enjeu de l'introduction progressive du prix du carbone pour que les émissions de gaz à effet de serre aient un coût qui corresponde aux dommages infligés à la planète. Et pour que les choix d'investissement soient peu à peu modifiés afin que toutes les technologies puissent être accessibles à tous. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, pour résoudre la crise climatique, je vous le dis franchement, les bons sentiments, les déclarations d'intention ne suffiront pas. Nous sommes au bord d'un point de rupture. Paris doit être le départ d'une profonde mutation. Nous ne pouvons plus considérer la nature comme un vulgaire et inépuisable réservoir de ressources destiné à notre seul et plein accomplissement. Cette transformation est à la fois une obligation morale et une opportunité mondiale, parce qu'elle nous ouvre des possibilités de développement avec des énergies renouvelables, des modes de transport propres, le recyclage des déchets, l'agroécologie, la préservation de la biodiversité, l'accès de tous aux biens publics mondiaux. Ainsi, en rendant l'électricité accessible à tous, et notamment en Afrique, c'est plus que la lumière qui sera apportée, c'est la connaissance, c'est l'éducation, c'est le développement. Nous sommes en ce premier jour de la conférence au pied du mur. Ce mur, il est fait de l'addition de nos égoïsmes, de nos appréhensions, de nos résignations. Ce mur, il est construit sur l'indifférence, l'insouciance, l'impuissance. Ce mur, il n'est pas infranchissable. Tout dépend de nous. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, sur vos épaules repose l'espoir de toute l'humanité. Je mesure, moi-même, dans la tâche que j'accomplis, combien combiner l'impératif de l'urgence avec ce qu'elle implique, y compris avec les événements tragiques, et les choix du long terme. Oui, cet équilibre n'est pas facile à trouver, mais là encore, il nous oblige. Notre plus grand défi, c'est de passer d'une mondialisation fondée sur la compétition à un modèle basé sur la coopération, où il sera plus rentable de protéger que de détruire. Nous devons penser la planète comme un espace unique
établir un pacte d'équité entre le Nord et le Sud et un partenariat entre l'homme et la nature. C'est pourquoi nous sommes réunis, nous les dirigeants de la planète. C'est pourquoi Paris est un rendez-vous exceptionnel. Nous allons décider en quelques jours, pour quelques décennies. Le plus grand danger n'est pas que notre but soit trop élevé et que nous le manquions. Le plus grand danger, c'est qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. Alors, plaçons-nous au plus haut niveau pour que, au moins, nous puissions approcher cette ambition. Car il s'agit de décider ici, à Paris, de l'avenir même de la planète. Merci. Et voilà, pour ce discours, on arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, c'est le zapping de Public Sénat et c'est une sélection de Nathalie Guilloire. C'est l'ouverture de la COP21 ce matin, personne ne peut l'ignorer. Qu'attendez-vous, vous, en tant que jeune élu, de cette conférence et de ses résultats éventuels ? D'abord, on peut considérer que c'est une fierté nationale de voir une conférence d'une telle ampleur se tenir dans un tel contexte et de voir les chefs d'État du monde entier réunis ici dans la capitale de la nation. C'est une fierté, c'est une satisfaction. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le changement climatique, ça peut quand même aggraver toutes les violences qu'on a de par le monde. On parle d'une montée des eaux qui pourrait aller jusqu'à 1 mètre. On parle de difficultés d'accès à l'eau. On parle de baisse de la production des céréales au niveau mondial, de déplacement de centaines de millions de personnes. Si cela se produit, alors on aura de plus en plus de conflits violents. Donc on voit bien qu'il y a quand même un lien entre le climat et finalement une violence qui pourrait s'aggraver dans les décennies à venir. Je sais par expérience que dans cette grande salle, lors des séances solennelles, les chefs d'État ne parlent de rien du tout. C'est seulement ensuite... Vous ne nous rassurez pas beaucoup. C'est ensuite qu'ils se retrouvent pour des conversations bilatérales ou multilatérales par groupe. À l'issue de notre conférence, dans 11 petits jours, nous devons parvenir à un accord climatique universel et ambitieux. Cet accord, selon les formules convenues, devra être différencié, juste, durable, dynamique, équilibré, juridiquement contraignant. Nous avons un sentiment de l'urgence. Nous devons prendre de nouvelles mesures. Il faut faire preuve de leadership. Il faut ouvrir de nouvelles voies dans nos efforts contre ce problème qui nous affecte tous. Nous participons à ce sommet pour faire état de notre grande préoccupation, étant donné les effets dramatiques auxquels nous assistons à cause des dérèglements climatiques. Et ceci menace de mettre fin à la vie et menace notre mère, la Terre. Longtemps, nous avons voulu ne pas voir. Longtemps, trop longtemps, nous avons retardé le moment de la conscience. Nous avons joué avec les hypothèses qui se sont révélées autant de faux fuyants. Mais la réalité est là. Les glaces qui fondent, les mers et les océans qui montent, les rivages peu à peu rongés, les ressources en eau raréfiées, des productions agricoles menacées et des inondations de plus en plus meurtrières succédant à des sécheresses qui désolent tout autant. Si cet accord ne traite pas de manière efficace et transparente de la question du financement, il en sera d'autant plus faible et intenable. Il me semble absolument essentiel que cet accord reflète cet engagement qui est de mettre à disposition et tous les ans d'ici à 2020 100 milliards de dollars. Le climat, il se fout des grands discours. Donc la question, ça va être évidemment de savoir, dans les 10 jours qui viennent, est-ce que les différents États vont mettre leurs actes en relation avec leurs discours. Aujourd'hui, leurs engagements, c'est 3 degrés de réchauffement climatique, c'est le chaos, donc il va falloir qu'ils fassent beaucoup mieux.
Merci de votre fidélité. On arrive à la fin de cette émission. Rendez-vous demain, bien sûr, 22h, 23h30, avec de nombreux invités, débats et puis nos décryptages. Belle et douce soirée en notre compagnie, bien sûr.